Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Midi 1 TV. L'écrivain, romancier, essayiste, poète et directeur de la chaire des littératures et des arts africains au sein de l'Académie du Royaume du Maroc, Eugène Ebodé renoue avec le conte. Après des romans, des essais et des recueils dont nous citons La Transmission, Le Briseur de Jeux, Silicani, Métis Palissade, Madame l'Afrique, Souveraine magnifique, La Rose dans le bus jaune, La Divine Colère, Le Balcon de Dieu, Brûlant était le regard de Picasso, Habiller le ciel, La sublime négrité de Pouchkine, Eugène Ebodé qui avait déjà publié il y a quelques années Le Fouettateur ou des contes comme Grand-père Bonny et les contes de la savane vient de publier un nouveau livre Grand-père Ouidi au Sahel, classé dans la catégorie littérature jeunesse de la collection Dragonnier aux éditions Africa Mood. Ce recueil de contes nous plonge dans les richesses historiques, légendaires et humaines, culturelles du Sahel, le Sahel qu'on aime, l'authentique, loin des tensions, des guerres et des atrocités. Le Sahel des rêves, des rires, des contes racontés par des vieux sages sous les baobabs. Eugène Ebodé, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci de m'accueillir. Alors, votre nouvelle publication, on l'a vu, c'est un livre de contes, Grand-père Ouidi, au Sahel. Qu'est-ce qui vous a donné envie de renouer avec le conte en ces temps difficiles qui donne envie ou prête à tout sauf à rêver? Les hasards et aussi la nécessité, ou plutôt l'invitation d'une nouvelle directrice d'une maison d'édition qui s'appelle Africa Mood. C'est donc Dr Abia Marouche qui m'a suggéré de faire partie des premiers, j'allais dire des pionniers d'une nouvelle maison d'édition qui a pour slogan l'ancrage africain et l'universel comme horizon. Alors pour l'ancrage africain, j'ai pensé qu'il n'y avait rien de mieux que de planter le drapeau sur un sol riche en histoire et qui s'est perpétué la tradition de l'oralité. C'est donc le Sahel. Donc c'est pour ça que vous avez choisi le Sahel. J'ai choisi le Sahel, mais il y a aussi une autre raison dont nous parlerons peut-être. C'est un souvenir douloureux et je voulais rendre hommage à une figure amie, à une artiste, à une Marocaine qui est partie le 18 janvier 2016 et qui est encore dans nos mémoires. C'est Laila Alaoui, la photographe, qui est morte dans un attentat au Burkina Faso. On voit sa photo ici. Paix à son âme. Elle était partie pour photographier l'Afrique. Elle aimait beaucoup le continent. Elle était plus continentale que personne. Me parlait avec une telle ferveur, une telle passion des populations subsahariennes qu'elle photographiait, des migrants, comme on les appelle maintenant, mais qui étaient ses frères et ses sœurs, qui étaient en voyage, disait-elle. Oui. Et en 2015, j'ai assisté, elle a beaucoup insisté d'ailleurs, pour que j'aille voir une de ses expositions, des vidéos qu'elle avait tournées. C'était à Tanger, il se trouve que j'étais aussi invité dans ce festival de Tanger. Et donc, j'ai vu ces photographies de migrants. Elle voulait absolument que j'aille les rencontrer. Elle me disait, quand ils vont te voir, ils seront heureux, comme ils le sont quand je suis auprès d'eux. Ils ont besoin de soutien, de réconfort, ils vivent des périodes difficiles. J'ai du mal à leur dire combien est passionnante notre Afrique. Mais comme leur esprit veut voyager, je ne me sens pas autorisé à les immobiliser ici. Mais je crois que si tu vas les voir, ils comprendront que
notre terre est aussi belle. Oui, mais l'expérience, malheureusement, est personnelle. Et tant qu'ils n'ont pas fait l'expérience, on peut leur dire, expliquer les choses. S'ils ne l'ont pas vécu, ils ne comprendront pas. Elle est difficilement transmissible, oui, l'expérience. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut renoncer. Absolument. Alors, pourquoi le conte? Parce que vous nous avez habitués, vous avez déjà écrit des contes, mais vous nous avez beaucoup plus habitués à des essais, à des romans, à des poèmes, des recueils de poèmes. Pourquoi cette envie de faire... Le conte renvoie aux sagesses très anciennes et qui sont collectées par des êtres qui sont justement là pour passer le flambeau. Et ces sagesses anciennes nous sont rapportées d'une manière accessible à tout le monde, à tous les publics, et premièrement aux plus jeunes d'entre nous. Et donc le conte m'a paru être le lien avec ces publics-là et le support le plus simple, mais ce n'est pas le moins intéressant, au contraire. Oui, oui. Et vous avez par exemple le pluviateur qui est le faiseur de pluie. On le trouve en fait à la fois au sud du Sahara et au nord. C'est un personnage de synthèse que la tradition met en avant lorsque les temps sont difficiles, lorsque l'eau vient à manquer. Et puis, je voulais aussi que le conte soit à l'intersection de ce que nous pouvons avoir comme peur, panique, et comme rêve pour traverser les temps difficiles. Oui. Alors, vous avez déjà écrit un roman sur votre mère, et voilà aujourd'hui que vous publiez un livre de contes sur un grand-père. Est-ce qu'il aurait pu être votre grand-père? Oui, c'est un peu mon grand-père, mais notre grand-père à tous, qui le soir venu rassemble ses enfants, ses petits-enfants, pour leur transmettre quelques éléments pour densifier une existence. Surtout le soir venu, on est un peu fatigué par la journée que l'on a menée. On va se coucher, on a un peu peur des fantômes, on hésite. Et pour ceux qui hésitent, le conte est une formidable transition parce que lorsque le grand-père raconte, il vous recharge d'une énergie de batterie pour passer la nuit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, peut-on qualifier ce livre, celui-là, de livre nostalgique, la nostalgie d'une Afrique, d'un Sahel qui rassemblait et qui nous faisait rêver? Vous avez raison. Sous le soleil noir, vous dites le soleil noir. Vous avez raison de parler du Sahel parce que c'était aussi un point important. D'abord parce que c'est au Burkina que Leila est tombée par des balles qu'elle n'aurait jamais dû recevoir. C'est des fleurs qu'elle aurait dû recevoir. Et ce livre, c'est un peu des fleurs, pas de rattrapage, mais des fleurs qui poussent d'une terre qu'elle aimait. Et le Sahel, c'est aussi la bordure. Oui. En arabe, c'est le rivage. Oui. Le rivage du Sahara et celui de la savane. Tampon entre... Oui, tampon. Mais aussi, c'est l'ouest. Oui. On voit le Sénégal avec des personnages incroyables comme Sembène Ousmane, dont nous fêtons le centenaire de la naissance cette année. Mais il est parti rejoindre les ancêtres, lui aussi. Et puis, vous avez de l'autre côté, vers le Soudan, on part donc de l'Atlantique vers la mer Rouge. Et de ce côté-là, vous avez aussi des richesses à la fois de tradition, la civilisation orale qui est portée magnifiquement. Et en allant d'ailleurs de l'ouest en est, vous traversez le Mali, vous traversez des paysages absolument incroyables et aussi une histoire. Figurez-vous que Mansa Moussa, ou qu'on appelle aussi Kankan Moussa, celui qui fit un pèlerinage magnifique à la Mecque au XIVe siècle, eh bien, déjà, pendant son règne, il y a eu l'université de Sankoré,
l'une des premières universités au monde. Et là, le savoir était distribué, disponible, et les traditions se perpétuaient, et les interrogations sur le monde. Les Dogons ne sont pas loin, à la falaise de Bandiagara, où il y avait Amadou Hampâté-Bâ qui nous a laissé cette formule incroyable et reprise par tout le monde, et qui dit que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et il faut pas que les bibliothèques brûlent, il faut qu'elles accueillent le grand-père Ouidi au Sahel, mais qu'elles accueillent aussi les Sahéliens, parce qu'ils ont des choses à nous donner et pas simplement des morts à pleurer. Absolument, parce que justement, vous avez parlé de Leila, oui, c'est un peu un hommage à elle, ne devait pas recevoir des balles mais des fleurs, mais tous ceux qui tombent dans le Sahel par milliers, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, personne ne mérite de recevoir des balles ou de vivre les atrocités qu'ils vivent malheureusement aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs contes magnifiques dans ce livre, mais que raconte-t-il exactement et à qui s'adresse-t-il? Est-ce que c'est un livre que pour le jeune public ou bien c'est un livre pour à mon avis, ce qui parle aux jeunes parle aussi aux plus anciens, parce que ça leur rappelle, vous parliez tout à l'heure de nostalgie. Eh bien, ce qui parle aux jeunes, qui les émeut, qui les intéresse, parle aussi aux plus anciens d'entre nous. Et vous dites quel conte, par exemple, il me vient à l'esprit Koum Koum. Koum, 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 itima benha. Akoum, koum, 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 nanana benha. Koum, 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 koum. Zabile Milan, Zabile Milan. Zabile Milan, Milougoze, Mimbome. Mana koum, 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 mitima benha. Et Koum Koum, c'est une invitation. Koum Koum, c'est le nom d'un... C'est le nom d'un personnage. Et qui est convoqué pour pouvoir raconter ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Koum Koum vient nous raconter. Mais oui, et surtout, où est-ce qu'il va? Et où est-ce qu'il va? C'est aussi... Covadis, Koum Koum. C'est aussi l'histoire humaine qui s'interroge d'abord d'où elle vient. Et on vient de voir que le Sahel est quand même une source importante parce que le Tchad en fait partie. Et le Tchad, c'est notre grand-père à tous, Toumaï, le premier ancêtre. C'est une région fantastique. Et vous voyez, quand vous m'avez convoqué, je n'avais pas tout à fait cela à l'esprit. Et je retrouve notre ancêtre commun dans cette région qui est fantastique. Et l'humanité tout entière devrait s'intéresser à ce qu'elle retrouve un horizon beaucoup plus affectueux, beaucoup plus fraternel. Il y a une personne qui a compris cet appel, je pense. Et je dois le dire avec beaucoup de fierté, c'est notre Majesté, le roi Mohamed VI, qui a fait un appel, une main tendue à ceux qui sont enclavés pour leur dire « Nous avons une façade maritime, nous avons des valeurs de solidarité et des valeurs ancestrales. Eh bien, ces valeurs-là, il faut qu'elles soient au service de notre rayonnement tous ensemble. » C'était d'ailleurs lors de son dernier discours, le dernier discours de Sa Majesté le Roi, à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. Et c'est un discours qui vous a beaucoup marqué parce qu'il a parlé du Sahel, il a parlé de cette ouverture, il a parlé de... Fantastique. Fantastique. C'était le 6 novembre dernier et il ne faudrait pas que de telles paroles restent uniquement circonscrites à un temps commémoratif, mais on voit bien qu'elles doivent produire un effet. Et cette parole-là est une main secourable, incroyable, tendue à l'Afrique, à elle-même, pour que précisément les horizons ne soient pas bouchés, au contraire ouverts. Et que la coopération soit intra-africaine pour que l'Afrique se sorte par elle-même et par le haut. Oui. Moi, je sais que vous êtes un bâton et on va parler de... Bon, depuis tout à l'heure, on parle de culture, de littérature. Vous avez déjà déclaré, il n'y a pas si longtemps, dans une
tribune ceci, je vous cite. Sur le plan littéraire, ma famille première fut la négritude et j'en suis fière car elle porta le fer dans la plaie. L'homme noir avait une âme, un cerveau, une faculté égale de penser, une humanité égale. Il pouvait même sans trop d'efforts hausser le ton et réclamer le silence à quelques blancs becs au nom du droit d'aînesse. Est-ce que quelque chose a changé aujourd'hui? Êtes-vous ce même homme, ce même écrivain? Vous continuez le combat, j'imagine, puisque les séquelles et les conséquences des horreurs infligées à notre continent sont toujours là. Vous êtes ce même homme, vous menez ce même combat, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? On est le même tout en étant autre. Autre, c'est par exemple, vous avez commencé en disant que j'étais à l'Académie du Royaume du Maroc, n'est-ce pas? Eh bien, à cette place, je suis au service d'une grande cause africaine, celle du décloisonnement des littératures. En décloisonnant, on rejoint les autres. On n'est plus simplement soi-même sur des conceptions qui vous identifient. Je crois même que l'Afrique étant multiple, y compris dans ses couleurs, dans ses facettes chromatiques, je suis effectivement devenu un arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel est au service de la diversité des cultures dont on s'est saisi et de leur faculté à les redistribuer le mieux que l'on peut. Oui. Alors, justement, on parle là de mission d'intellectuels. Comment concevez-vous aujourd'hui la mission d'intellectuels, des intellectuels du continent? C'est une mission d'abord de pouvoir collecter le savoir et le redonner aux étudiants. Donc je suis à leur disposition et c'est ce que nous faisons à l'Académie du Royaume du Maroc par des colloques que nous organisons pour des étudiants en troisième cycle, pour les enseignants-chercheurs, pour tous ceux qui veulent aussi, même s'ils ne sont pas inscrits dans le cycle universitaire, qui ont envie simplement de picorer la connaissance autre, d'être ouvert à la fois à l'Andalousie, comme ça vient d'être le cas à l'Académie du Royaume du Maroc, être aussi disponible pour l'esthétique africaine, comme on a pu le faire au mois de juillet dernier, avec une 60aine de participants, dont certains venaient du Sahel, de Bandiagara précisément. Oui. Le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, auquel je rends hommage, a tenu à ce que les Dogons et les Peuls soient présents à l'Académie du Royaume du Maroc et prennent des engagements tout simples pour la paix en Afrique, pour le dialogue permanent et contre tout ce qui peut diviser, fracturer, fragmenter l'Afrique. Et l'intellectuel est précisément aussi là pour faire le lien. Parce qu'on avait demandé des cartes du Sahel. Il y a des cartes du Sahel, il y a des foyers de tension et puis il y a des cartes des villages et des baobabs. Voilà, là, on voit le Mali, le Niger, Burkina Faso. Oui, il y en a d'autres. Là où il y a les tensions, il y en a d'autres. Il y a le une Tchad. autre carte, je ne sais pas où il y a le Tchad. Est-ce que là, c'est la guerre au Burkina Faso? Oui. Et puis, montrez-nous, s'il vous plaît, l'autre visage de l'Afrique. Montrez-nous les villages, les baobabs. Oui, les... Formidable, le Burkina, quand on le voit comme ça, c'est impressionnant. Ça donne envie d'y aller. Et là, il y a une vache, et vous verrez dans le conte les 2 vaches de Jean-François. C'est quelqu'un à qui on a promis des vaches. Et là, c'est le baobab. Vous voyez, il y a même une ouverture à l'intérieur. On peut se réfugier en temps de pluie. Il est accueillant, le baobab. Il a des fruits, vous voyez. Donc, c'est des territoires qui savent aussi nourrir les hommes parce que la nature est riche. Oui, c'est ça, le Sahel. C'est le Sahel aussi. C'est le Sahel. Je ne sais pas si on peut avoir la photo. Alors, ça, c'est l'université de Sankoré dont vous parliez. Bien sûr, c'était au XIVe siècle, sa création, et un monument pour justement distribuer le savoir, pour rencontrer pour être dans la confrontation et pas simplement dans la dispute.
vous avez parlé de la confrontation aux disputes, vous avez parlé de palabrer, de discuter, et ça, c'est très intéressant. Oui. Qu'est-ce que c'est? Comment on appelle ce bâtiment et à quoi il sert? C'est le toguna qui sert justement à la palabre. Utile. Palabrer. À la palabre utile, au dialogue, à la conversation. Et pourquoi il est bas? À dénouer les litiges. Il est bas parce que ceux qui y rentrent ont pour obligation d'être au même niveau, c'est-à-dire assis, et quiconque se lève brutalement parce que est actionné par la colère, eh bien, il reçoit le toit sur la tête. Et donc, ça le ramène à une dimension beaucoup plus humble. C'est génial, c'est génial. Alors, dernière question, comment justement vous parlez de cohésion, restaurer l'Afrique dans sa cohésion et dans ce que vous appelez son indivisibilité pendant de longues années, siècles, avec l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne. Là, ces dernières années, ça commence à changer déjà. Ça change précisément parce qu'on a perçu cette bande sahélienne comme étant une frontière. Oui. Or, c'est un lieu de passage, c'est un lieu d'ouverture, c'est un axe pour circuler. Et on ne peut pas considérer un axe pour circuler comme étant une frontière rigide qui empêcherait les uns de voir les autres. Oui. Et vous savez que Ibn Battuta, un Marocain, explorateur, historien, a beaucoup navigué entre les deux zones. Vous avez Ibn Khaldoun aussi, d'ailleurs, qui rapporte dans ses écrits le voyage de Kankan Moussa, lorsqu'il est parti à la Mecque et qu'il a traversé l'Égypte et qu'il était entouré d'une vingtaine de chameaux richement décorés et lui-même ayant des caisses d'or qui ont fait en sorte qu'il en distribuait tellement sur son passage qu'il a créé une forme d'inflation au XIVe siècle. Donc vous voyez que l'or venu du Sahel a pu nourrir les populations d'Égypte qui n'étaient pas pauvres. Oui. Alors, pour finir, un dernier mot sur un événement qui aura lieu ce mercredi. Dites-nous tout. Ce mercredi, je résumerai pour les Rabatis, pour les populations de Rabat, les bien nommés qui ont la chance que tant d'événements se passent ici à Rabat, capitale africaine de la culture, capitale du monde islamique, capitale tout court d'un royaume qui est un leadership en matière de soft power, comme on dit, mais surtout, aujourd'hui, nous allons avec Zulumbaye, qui vient du Sénégal, précisément, un autre pays sahélien. Zulumbaye fête ses 50 ans de peinture, de pratique picturale. Eh bien, il a commencé à Dakar, il poursuit ses festivités ici à Rabat, et nous serons ensemble. Il fera avec Leila Benalima un duo pour peindre à 4 mains une toile que je prie le public, enfin je remercie par avance le public de venir voir ça. Ça va être formidable. Voilà, vous avez l'info, vous n'avez plus de raison de ne pas y aller. Ça va se passer à la galerie Abla Babou. C'est à 19h. C'est à 19h. Et je vous remercie beaucoup, Eugène Ebodé, d'être passé chez nous. Et je rappelle votre dernier livre, un livre de contes, Grand-père Ouidi, au Sahel, publié dans la collection Dragonnier aux éditions Africa Mood. Merci beaucoup, Eugène Ebodé, et à très bientôt. Merci infiniment de votre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt. Monsieur. À bientôt. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Médien TV. Très belle soirée.